Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. On va parler tout à l'heure des conséquences de l'adoption du budget qui doit revenir à l'Assemblée nationale ce vendredi avant une très probable adoption définitive la semaine prochaine, début de semaine à l'Assemblée. Quelques mots d'abord sur un rapport très important sorti cette semaine. La Direction générale des étrangers en France, qui dépend du ministère de l'Intérieur, révèle que jamais la France n'avait accueilli autant d'étrangers sur son territoire. 4,5 millions de titres de séjour en cours de validité accordés en décembre 2025. C'est du jamais vu. Que révèle cette étude selon vous ? Elle révèle un choix délibéré qui est celui du gouvernement de maintenir les flux migratoires, voire de les augmenter. Il y a un contraste assez saisissant entre, d'une part, les convictions des Français, qui voient bien que nous n'arrivons plus à assimiler correctement les flux migratoires, et un gouvernement, un pouvoir exécutif qui est totalement sourd à cette inquiétude. Il y a effectivement eu 384 000 nouveaux titres de séjour accordés l'année dernière. Accordés, il faut le préciser, par le Quai d'Orsay, parce qu'on dit souvent « c'est le ministère de l'Intérieur qui ne fait rien » ou c'était Bruno Retailleau n'a pas endigué les choses. Oui, et on va y revenir. Et ça, exactement. C'est un record absolu. Et la provenance des nouveaux entrants vient toujours des mêmes pays, puisqu'on retrouve le trio des pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, en tête des nouveaux immigrés. Donc voilà, il y a une sorte de continuité. C'est un mouvement qui est quand même très spectaculaire quand on prend un petit peu de recul. Il y a 30 ans, je prends le chiffre de 1997 parce que cette année-là, c'était Lionel Jospin qui était Premier ministre, donc on ne peut pas dire que c'était vraiment une politique restrictive en matière d'immigration. Il y avait 120 000 premiers titres de séjour. Ça veut dire 3 fois moins. 3 fois moins qu'aujourd'hui. Et le mouvement est un mouvement continu, mais il s'est accéléré, amplifié depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Alors, quand on regarde ces chiffres dans le détail, on voit que l'immigration pour motif humanitaire continue d'augmenter avec le droit d'asile. Il y a le motif étudiant également qui est toujours en première place de ces titres de séjour, le motif également familial. Et alors, plus surprenant, en revanche, c'est l'immigration pour motif économique, l'immigration de travail qui, elle, pour le coup, a baissé de 13%. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le marché des travailleurs ? On sait que, par exemple, le patronat est plutôt favorable à cette immigration-là. Ça montre qu'il y a une espèce de fiction, une légende consistant à dire « nous avons besoin de l'immigration parce que nous avons besoin de main-d'œuvre ». Mais l'essentiel de l'immigration, effectivement, c'est une immigration familiale, c'est une immigration étudiante, même si parfois cette filière étudiante est un moyen pour des immigrés nouveaux d'entrer en France et pour des motifs plus d'être présents que de suivre leurs études. Et de bénéficier dans beaucoup de cas derrière du regroupement familial. Exactement. Ensuite il reste là. Mais l'immigration de travail, elle a toujours été marginale en France. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a un taux de chômage chez les immigrés qui est de l'ordre de 2 fois supérieur à celui de la population française. Donc, quand on nous dit « mais nous avons besoin d'immigration pour remplacer les travailleurs français qui sont moins nombreux à cause de la chute de la natalité », c'est faux. C'est faux. C'est une espèce de fiction qui est inventée pour justifier une immigration qui est une immigration familiale, une immigration de peuplement, mais pas une immigration de travail. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le rôle ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, ministère de l'Intérieur. C'est vrai que si on essaie de se mettre à la place de ceux qui nous écoutent, on nous disait il y a quelques mois, et on l'avait évoqué d'ailleurs dans cette émission, Bruno Retailleau, qui avait donc fait ces fameuses circulaires censées enjoindre les préfets à baisser les régularisations, le nombre également de naturalisations qui avait baissé de près de 15%, nous disait-on. Et quand on voit ces chiffres-là, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Ça n'a pas eu d'effet ? Alors, non, parce que ce sont des dossiers qui sont différents. La naturalisation, ce sont des gens qui changent de statut, mais qui sont déjà entrés en France. Les régularisations, ce sont des gens qui sont entrés de façon clandestine. Donc l'essentiel du flux, en tout cas le flux qui est visible, ce sont les titres de séjour qui sont donnés, vous le disiez, par les services du Quai d'Orsay. Et il y a là un paradoxe extraordinaire. On se souvient de cette vidéo des autorités de notre ambassade en Algérie en se félicitant qu'il y a eu un record d'entrée sur le territoire. Je pense vraiment qu'il y a une volonté
je ne sais pas, j'allais presque dire une pulsion de déconstruction de la société française. C'est quand même très spectaculaire. Et je pense que quand on dit que les politiques ne représentent plus la population française, je pense que c'est vraiment le thème sur lequel c'est le plus flagrant. C'est-à-dire que dans tous les partis, quelles que soient les sensibilités partisanes, vous avez une majorité de Français qui est écrasante à droite et relative à gauche pour dire il faut que ça s'arrête, il faut enrayer ce mouvement, et Emmanuel Macron et ses ministres successifs sont totalement aveugles à cette demande. Et c'est vrai que puisqu'on parle de l'immigration étudiante, c'est pour le coup assumé avec ce programme Bienvenue en France et cet objectif affiché de 500 000 étudiants étrangers sur le territoire national. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, l'idée qu'on comprend, c'est de maintenir l'influence française. Mais il faut voir qui sont ces étudiants, quelles sont les études qui suivent, et encore une fois, je pense qu'il faudrait être beaucoup plus sélectif dans le choix des étudiants. Seulement, qu'est-ce qui se passe ? Les présidents d'université, ils sont extrêmement demandeurs de cette immigration. Pourquoi ? Parce que l'argent public qu'ils reçoivent est dépendant du nombre d'étudiants qu'ils ont. Et donc, en fait, on fait venir le plus d'étudiants possible, et ensuite, est-ce qu'ils suivent effectivement leurs études ? Est-ce qu'ils ont des résultats qui sont à la hauteur du cadeau, entre guillemets, qu'on leur fait en les faisant venir en France ? Très souvent, ce n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment une politique du chiffre. Je pense qu'il faut être beaucoup plus sélectif, et notamment qu'il faudrait, ça avait été mis en place puis abandonné, demander une participation financière plus importante de ces étudiants qui viennent de l'étranger. Est-ce que c'est possible de faire cela ? C'est la question de fond. Est-ce qu'au fond, le gouvernement n'agit pas assez, ou est-ce que, eh bien, il n'a pas les bons outils à sa disposition aujourd'hui ? Non, c'est parce qu'il y a une absence de volonté politique très claire. Vous vous souvenez que Gérald Darmanin avait promis qu'on allait mettre en place, avec les pays du Maghreb et en particulier l'Algérie, une sorte de bras de fer en disant si vous ne reprenez pas vos clandestins, les fameux OQTF, les immigrés qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors nous diminuerons le nombre de visas. Et il avait à l'époque montré les gros bras et finalement il avait dû... Oui, parce qu'en fait vous avez deux logiques différentes. Vous avez d'un côté la logique du ministre de l'Intérieur qui voit d'abord toutes les difficultés que pose l'immigration, le lien qui maintenant est avéré, ce sont des statistiques entre la délinquance et l'immigration, le nombre d'immigrés expulsables que leur pays d'origine ne veulent pas reprendre. Et de l'autre côté, vous avez le Quai d'Orsay qui dit, nous, on veut surtout pas de difficultés avec ces pays-là. On veut surtout maintenir les meilleures relations possibles avec les pays d'Afrique du Nord. Et comme c'est le Quai d'Orsay qui a la main sur les visas, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On voit cette espèce de situation, encore une fois, avec un nombre d'entrées record. Gérald Darmanin, justement, que vous évoquiez, alors lui, une nouvelle fois, là, il prend la parole avec une proposition qui a beaucoup fait réagir, qui, en réalité, est sur le débat, déjà dans le débat proposé par le Rassemblement national, Bruno Retailleau est pour également, cette idée donc de suspendre temporairement toute immigration pendant 2 à 3 ans. On parle de l'immigration régulière. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette proposition d'abord de Gérald Darmanin ? Qu'est-ce que ça vous a évoqué le fait que ça soit Gérald Darmanin, ministre d'Emmanuel Macron depuis près de 10 ans, qui propose cela ? Voilà, c'est formidable parce que, en fait, comme aujourd'hui il est garde des Sceaux, il n'a plus la main mise sur ce sujet. Donc, il prend des beaux engagements tout en disant, évidemment, ils ne sont pas tenus puisque c'est pas moi qui suis en charge du dossier. Vous pensez qu'il est insincère sur ce sujet ? Je pense qu'en tout cas, il fait de la politique. Je pense qu'il fait de la politique. Il se dit, ça va me permettre de marquer les esprits parce que il est, même si ça n'est pas déclaré, candidat putatif à l'élection présidentielle de 2027. Mais vous voyez, je pense que c'est ça qui a totalement discrédité la droite et le centre en France. C'est-à-dire qu'il y a toujours des promesses d'une grande rigueur quand on est en campagne électorale et le résultat est absolument orthogonal à ces engagements. Et je pense que ça, c'est un vrai problème parce que, encore une fois, le discrédit de la parole politique, il se base sur ce genre de réalité. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous ne pouvez pas suspendre complètement l'immigration sans changer un certain nombre de règles, notamment celle du droit d'asile. Et en fait, il faudrait pouvoir traiter les demandes d'asile à l'extérieur de la France. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens rentrent et après, ils font leur demande d'asile. Et très souvent, même quand la demande est rejetée, eh bien, ils ne sont pas expulsés. Est-ce que vous pensez que l'idée d'instaurer des quotas, et c'est une question
qui revient depuis maintenant beaucoup de temps. Mais est-ce que vous pensez que cette idée est souhaitable, réaliste ? Je pense qu'il faut réorienter l'immigration vers une immigration de travail. Donc ça veut dire diminuer très substantiellement le nombre d'entrées. Je pense qu'il faudrait effectivement mettre des quotas d'étudiants par spécialité, des quotas d'étudiants par pays, surtout parce que là encore, les pays d'Afrique du Nord sont surreprésentés. Je pense effectivement que ce serait nécessaire. Mais pour avoir une immigration de travail, il faut aussi suspendre ou en tout cas réduire le regroupement familial. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi ? Parce que vous avez les juridictions européennes, et en particulier la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit qu'il y a un droit à vivre en famille, et donc, une fois qu'une personne est entrée sur le territoire, elle fait entrer sa famille. Donc, en fait, c'est un énorme sujet. Il ne faut pas dire il n'y a qu'à Faucon, les solutions sont simples, mais il y a un très grand nombre de mesures à prendre. Je pense que l'une d'entre elles est de diminuer l'accès aux prestations sociales, en particulier ce qu'on appelle non contributives, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas la contrepartie d'un travail, pour les immigrés, pour que notre pays soit moins attirant socialement. Vous évoquez l'impact de cette question également dans l'opinion publique. Quand on regarde justement les sondages, et par exemple le dernier en date sur cette question, Institut CSA pour CNews Europe 1, un journal du dimanche, clivage politique très marqué. 96% des sympathisants RN soutiennent la proposition de Gérald Darmanin, donc de stopper l'immigration régulière pendant 2 à 3 ans. 87% chez les Républicains, 63% chez Renaissance. Et à gauche, bien seulement 34% chez les soutiens des écologistes, 40% au Parti socialiste et 42% chez les soutiens de la France insoumise. Est-ce que la gauche et les sympathisants de gauche sont, selon vous, dans le déni sur ce sujet ? Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même environ 40% des sympathisants de gauche qui sont pour un moratoire sur l'immigration. C'est quand même une mesure extrêmement radicale. Mais quand vous leur demandez, est-ce que vous êtes favorable à une diminution de l'immigration, là, vous avez une majorité qui répond oui. Donc, non, je pense qu'il y a... alors, d'abord, il y a une partie des sympathisants de gauche qui, pour des raisons idéologiques, des raisons de conviction, considèrent que le pays doit être accueillant. Je dirais que c'est une forme de générosité qu'on peut comprendre, même si, à mon avis, elle est aujourd'hui irresponsable. Et puis, vous avez aussi toute une partie de la population française aujourd'hui qui considère que les réticences qu'on a vis-à-vis de l'immigration, notamment les réticences culturelles, les difficultés d'assimilation, le fait qu'on voit dans une partie du territoire se constituer des contre-sociétés, que tout ça, de toute façon, c'est inéluctable. Et que ce combat, il est perdu et que c'est déjà trop tard et qu'aujourd'hui, il ne faut pas espérer vouloir maintenir une France avec ses principes de laïcité, d'universalisme, qui étaient celles qui ont toujours été les nôtres. Comme si désormais, ce combat était derrière nous parce qu'il était déjà perdu. Ouais, ce qui apparaît en tous les cas assez nettement, c'est que seule la présidentielle de 2027, j'allais dire et encore, permettra en tout cas d'avancer, de trancher, de fixer une ligne claire sur ce sujet. Bien sûr, parce que dans tous les pays occidentaux, ce sujet est fort. Et pas d'ailleurs uniquement en Occident, puisque même au Japon, qui est un pays où pourtant il y a peu d'immigration, la première ministre actuelle a fait campagne sur ce sujet. On peut rappeler la politique très brutale de Donald Trump pour enrayer l'immigration aux États-Unis. On peut rappeler aussi les progrès très spectaculaire du parti de Farage au Royaume-Uni, qui s'appuie très largement sur la politique migratoire. On peut aussi citer Giorgia Meloni. La vérité, c'est que la France est totalement à contre-courant en laissant grandes ouvertes ses portes à l'immigration. Un mot du budget, Guillaume, parce que c'est également dans l'actualité, évidemment, cette semaine. Sébastien Lecornu qui donc a repoussé les 2 motions de censure à l'Assemblée nationale mardi. Le texte, on l'a dit, devrait être définitivement adopté la semaine prochaine. Ouf ou mince, pour rester poli ? Je sais pas, en fait, c'est décourageant. Parce qu'il faut... on dit qu'il nous faut un budget à tout prix. Et le prix à payer est quand même très élevé, c'est-à-dire que c'est vraiment un budget d'impuissance. On repousse indéfiniment le règlement des problèmes. Il n'y a aucune politique d'économie sérieuse. Il y a une progression de la fiscalité sur les grandes entreprises. On a entendu Bernard Arnault s'en plaindre. On fait tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Et M. Lecornu nous dit « Ah oui, mais ça pourrait être pire ». Honnêtement, je comprends qu'on veuille ne pas provoquer une crise politique. De toute façon, ni les députés
Parti socialiste ni les députés républicains ne veulent retourner dans les urnes, donc ils soutiennent tout. Voilà, mais je trouve que c'est quand même c'est un petit peu déprimant. Au risque de tous les renoncements. Et d'ailleurs, vous y consacrez votre éditorial dans le Figaro Magazine ce week-end, cette démagogie sociale de Sébastien Lecornu, avec donc ces subventions ici ou là, qui ont été ajoutées justement pour s'attirer les bonnes grâces du Parti socialiste, sauf que la facture, finalement, la voici, 90 milliards d'euros par an. Alors oui, 90 milliards d'euros par an, c'est le coût que dépense la collectivité pour faire en sorte que le coût du travail baisse pour les emplois les moins qualifiés. On comprend bien le principe. Et vous avez vu que M. Lecornu a augmenté de 50 euros par mois ce qu'on appelle la prime d'activité, c'est-à-dire l'argent qui est versé en plus des salaires quand vous êtes au SMIC et un petit peu au-dessus. Vous avez aussi des exonérations très fortes de cotisations salariales, en particulier cotisation salariale patronale. Donc on se dit c'est très bien, comme ça les gens qui sont peu qualifiés, le coût du travail n'est pas trop élevé. Et vous dites attention, paradoxalement, plus on va subventionner justement les petits salaires, plus on appauvrit les Français. Oui, parce que vous avez ce qu'on appelle une trappe à bas salaire qui fait que les employeurs ne sont pas incités à augmenter les salaires, parce qu'ils veulent bénéficier salaires. Pourquoi ? Parce que sinon, ils ne bénéficient plus des exonérations. Et ensuite, parce que le salarié dit, oui, mais attendez, moi, ça ne m'intéresse pas forcément parce que ma prime d'activité va baisser. En plus, vous avez un certain nombre d'allocations qui sont conditionnées à les salaires bas. Le résultat des courses, c'est quoi ? C'est que nous avons un pays où les salaires sont bas, et ensuite, nous avons, comme il faut bien trouver l'argent quelque part, si vous voulez, l'argent de la protection sociale. On sait que la France est extraordinairement généreuse, et qu'il y a peu de charges sociales sur les bas salaires. Et bien, sur les hauts salaires, les charges sociales sont énormes, beaucoup plus importantes que dans des pays voisins. Le résultat des courses, c'est quoi ? C'est que l'économie française se polarise sur des secteurs qui sont peu qualifiés, parce que les salaires y sont bas, grâce à ces aides, les salaires n'augmentent pas, et toutes les activités à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire celles qui créent de la richesse, eh bien, elles sont pénalisées chez nous, et on le voit bien avec l'expatriation, qui est un mouvement important, notamment chez les jeunes diplômés très qualifiés. Et on en revient toujours à cette question de 2027. Vous dites, nous avons besoin d'un Milei français qui sorte la tronçonneuse en référence au président argentin. C'est pas forcément bien parti, parce qu'en période électorale, justement, c'est généralement plutôt l'inverse quand même qui se passe. Ouais, vous avez raison, mais comme on est au mois de janvier, je me dis que c'est la période des vœux. Alors parfois, on se dit, cette année, je vais faire du sport et je vais me coucher plus tôt. Alors vous avez encore un an et demi pour espérer. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le souhaiter. Merci Guillaume, en tout cas. Merci beaucoup. Avant les présidentielles, il y aura évidemment les municipales que nous suivrons très attentivement au Figaro en couverture du Figaro Magazine ce week-end, la formidable aventure de Sophie Adno, notre nouvelle spationneuse. Vous l'avez suivie dans ses préparatifs pour à l'entraînement. Voilà, son entraînement. Elle part pour la Station Spatiale Internationale. C'est seulement la deuxième française de l'histoire, je crois. Après Claudie Aigneret. Voilà, absolument, à se rendre dans l'espace. C'était dans les années 90. Et c'est passionnant, justement, de voir comment on se prépare à ce type d'aventure. Elle part, je crois, pour 18 mois. Cette française, donc, Sophie Adno.